si on est tous là, on va commencer. Alors merci à ceux qui m'ont envoyé des questions. Euh, je vais commencer par vous projeter les questions et vous dire comment je vais y répondre. Et vous verrez une petite nouveauté dans le cours qui va peut-être un peu changer les choses et j'espère en bien. La tablette, et oui, les PCSI1, ils ont été plus rapides que vous. Alors, blague à part, pour revenir sur cette blague de la tablette, j'ai eu un mail d'un étudiant qui me demandait où était le lien pour la cagnotte. J'espère que vous n'avez pas organisé ce genre de choses en pensant m'offrir du matériel professionnel. Je m'achète mon matériel professionnel moi-même. Je trouve ça scandaleux. Ce serait pas à moi de le faire. Ce serait à l'éducation nationale de me payer mon ordinateur et éventuellement ma tablette graphique, hein. Euh, et par contre, c'est surtout pas à mes étudiants de le faire, hein. Donc, si vous avez commencé ce genre de choses, je vous en remercie. C'est très sympa. Par contre, gardez vos sous pour faire autre chose. Ou invitez-moi au resto si vous voulez, mais pas pour ce genre de choses. Bah, j'espère que c'est une blague, Ismaël. Mais sincèrement. Ok, merci. Un bon resto, parfait. Je suis d'accord. On est parti. Alors, ça marche pas ça. Alors, sur le cours, sur le système linéaire. Alors, dernière chose avant de démarrer. Je vais freiner des cas de fer sur le rythme. Parce que je pense que c'est compliqué pour vous de suivre. Euh, je vais arrêter de vous demander de préparer les TD. Et on va faire comme on fait d'habitude. Donc, je vous dirai quel TD on va faire en séance. Pour que vous ayez au moins les documents à l'écran ou éventuellement les, euh, les imprimer pour, si vous voulez, hein. Par rapport à une question que j'ai eue, les polis de cours, ils sont déjà imprimés ou je les imprimerai dès qu'on sera au lycée. Donc je vous les donnerai, hein. Les TD aussi, je pourrais vous les imprimer si vous voulez. Euh, et donc on fera les TD un peu plus en autonomie. Euh, alors par contre, j'essaierai peut-être de circuler un peu plus dans les salons de travail dans les îlots là pour peut-être un peu moins m'embêter moi de mon côté. Ou alors je me mettrai un film en parallèle. Euh, mais euh, mais je vais relâcher le rythme en termes de demande de travail en dehors des séances parce que je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça. Euh, donc voilà pour ça. Alors, question de cours. Je n'ai pas bien compris dans le diagramme de mode ce que vous expliquez sous le diagramme avec les produits slash somme de modules. Également revenir sur les tracés, sur les grandeurs caractéristiques des fonctions de transfert visibles sur ces tracés. Donc, alors, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est lié au fait que je vous ai dit que l'avantage de travailler avec un gain en décibels et donc en utilisant le logarithme des modules, et ben, ça nous permet de faire des sommes. Et l'argument d'un produit complexe, c'est aussi une somme d'arguments. Donc ça, l'avantage d'avoir une fonction de transfert sous forme de produit de termes, on va dire canoniques, donc d'éléments simples, et de passer par le gain et par l'argument en somme, ça va nous permettre en fait facilement de faire graphiquement des sommes de graphes. Alors je vous montrerai ça, hein. Mais l'intérêt c'est ça, c'est donc d'exprimer la fonction de transfert sous forme de produit pour passer au niveau du gain en décibels et de l'argument sous forme de somme. Euh, donc je reviendrai sur chaque question avec des exemples, hein. C'est juste pour bien préciser les questions et bien préciser ce que j'ai compris moi.
Revenir sur les grandeurs caractéristiques des fonctions de transfert, donc c'est faire le lien entre la fonction de transfert et le tracé. Est-ce que la pulsation propre et la pulsation de brisure, c'est la même chose? Oui, la réponse est oui. La pulsation de brisure, c'est à quel endroit est-ce qu'on a une brisure sur le... Ok, donc si vous avez déjà fait les fonctions de transfert et les diagrammes de Bode en physique, ça va être facile en plus. Donc la pulsation de brisure, c'est un terme lié au graphe en fait. À quel moment est-ce qu'on a une brisure dans le diagramme asymptotique? Et la pulsation propre, c'est donc lié à la fonction de transfert, mais effectivement, c'est la même chose. Donc là, on a la même question qu'au-dessus. Et le lien entre les caractéristiques graphiques et la fonction de transfert. Alors, comment détermine-t-on la classe de la fonction de transfert? Alors, à la classe, je reviendrai encore une fois dessus sous la forme générale, et puis sur l'exemple de fin du cours, je reviendrai sur cette question-là. Et comment on la décompose pour construire, par quel morceau de fonction de transfert on commence. Alors ça va être lié un peu à la première question sur le fait d'avoir des produits d'éléments simples, et donc de faire des sommes. Il faut effectivement comprendre par quel élément on commence cette somme et où est-ce qu'on ajoute. Alors là, c'est juste lié en fait aux pulsations, donc aux pulsations propres ou aux pulsations de brisure. Il faut bien les ranger dans l'ordre et l'inverse des constantes de temps. Donc on reviendra dessus. Alors, ensuite, on a des questions qui sont un peu plus avancées dans le cours. Quand on a un système du second ordre, et donc quand on a deux changements d'asymptote, c'est-à-dire quand on... Alors là, la question c'est quand on a un système du second ordre avec des racines réelles, en fait, et donc on peut faire un produit de premier ordre. On a donc deux constantes de temps. Euh, Est-ce qu'on a un petit décrochage du diagramme réel par rapport au diagramme asymptotique de moins de 3 décibels? Alors ça, on va voir que normalement non, mais suivant la valeur de T1 et T2, potentiellement oui. Alors, je vous montrerai un exemple. Euh, les tableaux, pages 9 et 10, faut-il apprendre les équations ou seulement les représentations de diagramme de Bode pour chaque système? Les équations du gain et de l'argument, normalement, vous connaissez la définition. Donc une fois que vous connaissez la définition, vous pouvez les retrouver pour n'importe quel système. D'accord? Mais ce qui sera surtout important, nous, vous verrez qu'on travaillera très peu avec ces équations, un peu au début pour bien comprendre ce qui se passe, et puis après, ensuite, surtout, on fera juste des représentations graphiques et on ira très vite. Donc la réponse, c'est non, ne pas prendre le tableau avec équations et graphes, connaître le graphe rapidement. Par contre, normalement, les équations, vous devez être capable de les retrouver et les exprimer facilement. Et pourriez-vous faire les exemples dans les cours 11 et 13? Oui, la réponse est oui. Je vais le faire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient des questions en plus à ça? Oui, non, peut-être. Ok. Donc, nous voilà partis. Alors, vous me pardonnerez l'utilisation de ce nouvel outil si c'est pas terrible. Alors, quel est le lien? Je reviens sur la première question. Quel est le lien entre cette histoire de produit et de somme? Alors, une fonction de transfert, ça se met sous forme canonique, sous cette forme-là. Sous cette forme-là. Si on veut écrire une fonction de transfert un peu plus simple, je vais vous en écrire une là. Je peux écrire une fonction de la forme, et je vais vous écrire ça de manière 20, facteur de 1 plus... Alors, regardez comme c'est génial, j'ai un tableau qui est infini en fait. 1 plus 2p, facteur de
5p divisé par... alors je vais faire une fonction de classe 0. 1 plus 3p. Voilà, ok, je m'arrête là. D'accord? Si je regarde... Alors, je vous rappelle qu'on va dire que P, c'est égal à J oméga. Donc c'est un imaginaire pur. C'est bon? J et I, c'est pareil. Hein. Le I des maths, nous on l'appelle J. Pourquoi? Parce qu'en physique, le I, il est surtout réservé à l'intensité du courant. Hein. Donc, si je passe au module, le module de cette fonction de transfert, vous savez que quand vous avez des complexes, le module d'un produit de complexe, c'est le produit des modules. Donc le module, ça va être le module de 20, c'est 20, fois racine carrée de 1 au carré plus 4 oméga carré, fois racine carrée de 1 plus 25 oméga carré. Et sur... hop, pardon. Il faut changer de stylet. 1 plus 9 oméga au carré. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, le module d'une fraction ou d'un produit, c'est le produit des modules. Donc ça peut me donner ce qu'on appelle le gain de ma fonction de transfert. Donc c'est l'amplification, en fait, de ma sortie par rapport à mon entrée. Et nous, on passe ce qu'on appelle en décibels. Donc le gain en décibels, ce qu'on fait, je vais changer de couleur, on prend 20 log, donc le logarithme décimal, hein, du module de HP. Et ça, le logarithme d'un produit, c'est quoi? C'est la somme des logarithmes. Donc ça fait du 20 log de 20 plus du 20 log de racine carrée de 1 plus 4 oméga au carré plus 20 log de racine carrée de 1 plus 25 oméga au carré moins 20 log de racine carrée de 1 plus 9 oméga au carré. C'est bon? C'est pas des signes moins sous les racines. Pourquoi ce serait des signes moins? Le module d'un comment le module d'un complexe. Et non, mais le module d'un complexe, c'est racine carrée de partie réelle au carré. Si z c'est égal à a plus ib, le module de z c'est égal à racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ouais, c'est bon? Au passage, ce qui est très important, bon je pense que vous savez ça hein, en maths, mais quand vous avez hop là, zut, pardon. Le plan complexe là, avec la partie imaginaire qui est là, la partie réelle qui est là. Si dans ce plan là vous avez un complexe qui est là, z, sa partie réelle elle est là, d'accord, sa partie imaginaire elle est là, donc ça c'est la partie imaginaire de z,
Ça c'est la... c'est moche ça. Partie imaginaire de Z, partie réelle de Z. Alors regardez maintenant, ce qui est bien important de comprendre, c'est que ça, cette longueur là, ça c'est le module de Z, hein. C'est bon? Et ça, cet angle là, c'est l'argument de Z. Tout le monde le sait ça. Tout le monde sait représenter ça, hein. Ok. C'est pour ça que je peux dire que l'argument de Z, c'est tangente de quoi? De partie imaginaire sur partie réelle. Oui, composé sur la gazon. Donc imaginaire sur réel. On est bon? Donc si je reviens à ma fonction de transfert, l'argument de ma fonction de transfert, l'argument de H de P, l'argument d'un produit de complexe, c'est la somme des arguments. Ouais. Donc ça va faire l'argument de 20, qui vaut combien? Plus l'argument de 1 plus 2j oméga, plus l'argument de 1 plus 5j oméga, pardon, je fais tout en même temps, moins l'argument de 1 plus 9j oméga. C'est bon? Alors j'ai pas entendu de réponse sur que vaut l'argument de 20, donc je vais le faire. Ça vaut 0. Et ça, vous pouvez me dire que c'est arctangente de 2 oméga sur 1. Plus arctangente de 5 oméga sur 1. Moins arctangente de 9 oméga sur 1. Et on voit bien 0, oui. T'es en retard ou je t'ai pas vu, Corentin? Donc vous voyez bien qu'on est parti d'une fonction de transfert exprimée sous forme d'un produit. Alors de produit d'éléments, regardez, soit c'est des éléments du premier ordre, ici, soit des éléments du second ordre. À quel moment est-ce qu'on... Pourquoi 9? Quelle est la question sur pourquoi 9? Ah non, c'est tout à l'heure qu'il y avait... oui, c'est 3, pardon. Non, c'est que comme je regardais le... Comme je regardais le module, je me suis fait avoir. Merci. Donc, je reviens. Merci Ismaël. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des produits de second ordre? Ben, en fait, si on a des racines complexes, on les laisse sous cette forme-là. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça, a priori, vous savez faire, je vous embête pas là-dessus. Sur cet exemple, ou vous voulez qu'on fasse l'exemple du cours là? C'est bon, c'est bon. Pas l'exemple? Ça va? Ok. Donc
Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Alors, comme j'ai travaillé... Ah non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais des bêtises. Allez, je supprime, oui. Comme j'ai travaillé, je vous ai ensuite montré le diagramme d'un système du premier ordre classique, le diagramme d'un système de second ordre avec des racines réelles, et le diagramme d'un système du second ordre avec des racines complexes. Okay, donc on va commencer dans l'ordre. Alors là, ce que je fais, j'essaie de répondre à la question sur comment est-ce qu'on lit les caractéristiques de la fonction de transfert, c'est-à-dire si on regarde ici le K et le 1 sur T. D'accord? Puisque je vous rappelle que vous êtes a priori sur une fonction de transfert qui a cette forme-là. Donc h de p c'est égal à k sur 1 plus tp. Alors regardez, si on se place sur le gain en décibels, ok, c'est égal à 20 log de k. Donc 20 log de k moins 20 log de racine carrée de 1 plus t carré oméga carré. C'est bon? Alors, je pense que vous êtes au point, mais je vous rappelle que mon échelle des abscisses, c'est une échelle logarithmique. Hein. Tout le monde est à l'aise avec ça? Donc on n'a pas de zéro. On va chercher des asymptotes, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe quand oméga tend vers 0. Quand oméga tend vers 0, si je regarde, mon gain en décibels, regardez, quand oméga tend vers 0, ça tend vers 1. Ok, log de 1, 0. Donc quand oméga tend vers 0, le gain en décibels, il tend vers 20 log de k. Avec k qui est une constante. Hein. Donc, ce 20 log de k, bah, ça correspond à cette asymptote-là. Ok? Horizontale. Et donc ça, c'est vrai quand oméga tend vers 0. Alors, ensuite, quand oméga devient supérieur à 1 sur t, en gros, quand ce terme-là, il devient supérieur à 1, c'est bon, tout le monde me suit? Quand ce terme-là devient supérieur à 1, en fait, ce terme-là, il commence à avoir une influence non négligeable. Et comme on a un carré, ça va aller vite. Si vous voulez regarder, quand oméga est inférieur à 1 sur t, ici on a quelque chose qui est petit, qui est plus petit que 1 en tout cas. Ok? Donc assez vite, ça va être négligeable devant 1. Dès que ça va être supérieur à 1 sur t, ça va devenir plus grand que 1. Et donc, ça va même prendre le pas sur 1. Donc en fait, mon gain en décibels, on va considérer qui tend vers 20 log de k moins, et on va négliger le 1, 20 log de t oméga. Ok? Est-ce que c'est bon ça? Et donc ça, là j'ai un produit, donc je peux dire que c'est 20 log de k, donc de k sur t même, ça c'est une constante, moins 20 log de oméga. Avec ici, ça c'est une constante, et ça c'est variable. Hein. Ok?
Donc quand je regarde cette partie-là, tous les, toutes les décales, donc dès que j'augmente d'une puissance de 10, en gros, comme j'ai un moins, je vais perdre 20 décibels. Tout le monde me suit? Si vous avez l'impression que j'écris des choses que vous maîtrisez facilement, vous me le dites, hein, je vais plus vite. Hein, mais comme je vois pas vos yeux, je sais pas si c'est des yeux de Merlin Free ou bien ou d'autres choses, bah, je fais comme au plus simple, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Donc en fait, c'est cette chose-là qui me dit que je vais avoir une pente de 20 décibels par décade négative. Ok? C'est bon? Alors cette perte de moins 3 décibels, on va regarder un peu d'où ça sort quand même. C'est que, regardez, quand oméga égale 1 sur t, quand oméga égale 1 sur t, je vais vous le faire, hein. Quand oméga égale 1 sur t, le gain en décibels, il est égal, hein, à 20 log de k moins 20 log de racine de 2. C'est bon ça? Alors, en gros, souvent, on vous dit, vous apprenez, log de 2, c'est à peu près égal à 0,3. Log de 3, c'est à peu près égal à 0,47, si je dis pas de bêtises. Log de 5, j'ai pas révisé, hein, faudrait que je révise. Et log de 5, c'est à peu près égal à 0,7. Donc quand on, alors vous avez la calculatrice, donc à la limite vous embêtez pas avec ça, mais en fait quand on connaît ces trois approximations là, 20 log de 2 ça fait 6, donc 20 log de racine de 2 bah, ça fait 3, 20 log de 3 on dit que ça fait 9, et 20 log de 5 on dit que ça fait 14, d'accord? Et à partir de là, bah, en disant que bah, log de 1 vous savez que ça fait 0, mais en disant que log de 4 bah, c'est 2 au carré, log de 5 on sait, log de 6 bah, c'est 2 fois 3, log de 7 vous dites que c'est 2 fois 3 c'est pareil, log de 8 c'est 2 puissance 3, log de 9 c'est 3 au carré et ainsi de suite, et on arrive à des approximations à peu près efficaces comme ça. Ok? Donc voilà, ce moins 20 log racine de 2 ça fait ce moins 3 décibels. C'est bon? Si on s'intéresse maintenant à l'argument, donc h de p, l'argument de h de p, ce sera donc l'argument k, ne vous battez pas pour répondre, moins l'argument de 1 plus jt oméga. Donc argument de k, comme je vous ai entendu tous en cœur, ça fait 0. Donc, je vais faire pareil, je vais essayer de chercher des asymptotes. Hein. Quand oméga tend vers 0, l'argument il tend vers... Quand ça tend vers 0, l'argument d'un réel 1, ça tend vers 0. Quand oméga tend vers l'infini, l'argument, le 1 il devient négligeable devant la partie imaginaire, il tend vers moins 90 degrés. D'accord? Ou moins pi sur 2. On parle en degrés généralement sur les phases, ok? Ce qu'on peut dire, c'est que quand oméga égale 1 sur t, on a l'argument
qui est égal à moins 40 degrés. D'accord. 1 sur t, donc j'ai 1 pour la partie réelle, 1 pour la partie imaginaire. Donc quand j'ai la même partie réelle que la même partie imaginaire, bah, j'ai un argument de 45 degrés. Et après, donc ça nous permet d'avoir nos asymptotes ici. Ah, pardon, je vais les faire en bleu quand même. Donc une asymptote quand oméga tend vers 0, une asymptote quand oméga tend vers plus l'infini, et ce point-là. Après, il faut faire attention, autant sur le diagramme asymptotique de gain, on est très proche du diagramme réel, hein, à part ce petit décrochage qu'on a ici, à part ce petit décrochage, pardon, on colle vraiment au diagramme asymptotique. Sur le diagramme de phase, là il faut faire attention, il faudrait prendre des points avant 1 sur t et après 1 sur t pour avoir un tracé un peu plus propre. Quand oméga tend vers l'infini, ça fait 1 sur t. Pourquoi? Ça fait 90 degrés parce que, regardez, quand oméga tend vers l'infini, ça va être négligeable ce terme-là. Il va être petit devant 1. Donc la partie réelle est négligeable. Donc, j'ai en gros un complexe qui est un imaginaire pur. Et un imaginaire pur, ça veut dire, si je reprends mon petit dessin, qui est où? Il est là. Un imaginaire pur, ça veut dire que mon argument, en gros, soit je suis sur un imaginaire pur positif et donc j'ai un argument de plus 80 degrés, soit je suis un imaginaire pur négatif et j'ai un argument de moins 80 degrés. C'est bon? Donc là, quand on tend vers plus l'infini, j'ai un plus, mais comme j'ai un moins ici, ça me fait moins 80 degrés. Ok? Je passe à ici. Alors ici, je vais peut-être pas vous refaire la démo, mais c'est la même chose. Enfin, vous me dites si j'ai besoin de réécrire les équations, mais l'idée c'est que vous avez une fonction de transfert pour un second ordre avec des parties, avec des pôles réels. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui peut s'écrire sous la forme k sur 1 plus t1p facteur de 1 plus t2p. Alors si je vais écrire, au moins pour le gain, je vais écrire, pour l'argument vous verrez que c'est pareil. Pourquoi je vais écrire comme ça me permettra de répondre à comment est-ce que je sais laquelle je mets avant, laquelle je mets après et pourquoi. Alors la première chose à faire quand on a ça, alors je vais écrire le gain. Le gain en décibels, il va s'écrire 20 log de k. Donc il va s'écrire 20 log de k moins 20 log de racine carrée de 1 plus donc t1 oméga carré moins 20 log de racine carrée de 1 plus t2 oméga de tout au carré. C'est bon? Quand oméga tend vers 0, ça c'est négligeable. D'accord? Ça c'est négligeable, ça c'est négligeable. Donc on retrouve notre asymptote ici. Ok? Faut que j'aille doucement ou je peux vous le faire un peu plus vite? Si quelqu'un a besoin que j'aille doucement, je le fais doucement. Et après, ce qu'on va faire, on va regarder si j'ai 1 sur T1 qui est plus petit que 1 sur T2. Donc sur mon axe des abscisses, naturellement, ils vont se placer un à gauche, un à droite, c'est logique. Okay. Mais regardez, si je vais commencer à regarder ce qui se passe ici, donc à partir de 1 sur T1, à partir de 1 sur T1, oméga, il va, enfin ce terme-là, de ma somme, ça va plus être négligeable devant 1. Donc là, on va voir l'influence de ce terme-là.
Par contre, tant que oméga il est plus petit que 1 sur T2, ce terme-là il sera toujours négligeable devant 1, donc ce terme-là il n'aura pas d'influence. Donc en fait, cette première partie de courbe, ça, c'est comme si vous aviez uniquement une fonction de transfert G de P qui est égale à K sur 1 plus T1P. C'est bon ça? C'est clair ou faut que je le dise autrement? J'ai pas l'habitude de le dire comme ça. Mais... Et à partir de 1 sur TE2, ben on a ce terme-là qui vient avoir... Hop là, pardon. J'ai changé de couleur quand même. Ce terme-là qui vient avoir son influence. Et pareil sur sur l'argument. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, je vous dis, dans un premier temps, on a quelque chose qui ressemble à ça, mais vous voyez, ici, on va pas forcément couper cette droite, la verticale, à moins 45 degrés. Parce que cette pulsation de coupure ici, elle a déjà une influence à ce niveau-là, hein, sur la phase. Alors sur le gain, on verra, c'est pas forcément le cas. Si les T1 et T2 ils sont très éloignés, et ben ce terme-là, il sera vraiment négligeable à cet endroit-là. Et là, on aura le moins 3 décibels, pour répondre à la question sur est-ce qu'on a ce décrochement de moins 3 décibels. Alors, si on fait le calcul exact, on n'aura pas tout à fait moins 3 décibels, parce que ça ne sera jamais égal à 0. Hein. Mais grosso modo, ça sera, on pourra approximer ça à moins 3 décibels. Par contre, si les deux constantes de temps elles sont assez proches, en fait, on va avoir déjà l'influence, si vous voulez, de cette asymptote là à cet endroit là, et là on aura peut-être un peu plus de moins 3 décibels. Bon, dans les faits, si vous mettez moins 3 décibels ici et ici, c'est rarement une erreur. Hein. C'est bon? Des questions? Alors là, on est dans le cas il y a une fonction de transfert qui a cette forme-là. Hein. Et comme on a des pôles qui sont complexes, on le garde sous la forme d'un polynôme du second ordre, mon dénominateur. Donc par rapport aux premières questions que j'avais, donc le oméga n, on va le retrouver ici, donc à la pulsation de coupure. Le K, ben, on retrouve toujours sur mon asymptote ici, quand oméga tend vers 0. Et le Z, c'est celui qui va avoir, donc le Z là, c'est celui qui va me donner cette amplitude là. Hein. Donc ça, on peut écrire ça si Z est plus petit que 1. Alors, je sais plus quelle est ma question pour le nom de Baptiste en fait. Encore une fois, hein, n'hésitez pas, comme vous êtes tous très bien disciplinés ou tous très bien endormis, je sais pas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre question à l'oral. Hein, je me sentirai moins seul. Et donc là, on a deux cas de figure quand même. Donc soit on a Z qui est plus grand que racine de 2 sur 2, donc c'est-à-dire grosso modo 0,7. Hein. Soit on a Z qui est plus petit que racine de 2 sur 2. Donc soit on est... Alors j'ai déjà... Alors je lis la fonction. Si on a la fonction de transfert et qu'on doit tracer le diagramme de Bode, est-ce que les racines des dénominateurs sont complexes? Ah, et que là... Bah non, tu cherches pas les racines si elles sont complexes. Si tu vois que ton Z il est
Alors, après, à toi de voir, hein. Soit tu vois z égale est inférieur à 1, soit tu vois delta négatif, donc tu cherches l'un ou l'autre, et, et si tu vois que le discriminant est négatif, tu cherches pas les racines, hein. Tu cherches à identifier z et oméga n pour tracer tout de suite. Ou alors, tu as l'habitude et tu identifies toujours tout de suite le z. S'il est plus petit que 1, pareil, tu t'arrêtes là. Tu cherches pas les racines complexes. Les racines complexes, on s'en sert pas. Alors, vous pourrez vous en servir éventuellement en deuxième année pour les histoires de stabilité, mais et des histoires de placement de pôle, mais pour nous, on s'en sert pas. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que alors j'ai pas 50 couleurs, c'est un peu dommage sur ma tablette. Parce que je travaille avec du logiciel gratuit quand même, hein. J'ai déjà payé la tablette, on va pas non plus. Hein. Donc, juste si z, regardez, est plus grand que racine de 2 sur 2, donc si je suis là, on va pas avoir de résonance. On va être sous le diagramme asymptotique. Si z est plus grand que racine de 2, on a cette résonance là. D'accord, on va être au-dessus. Alors là, c'est des tracés qui sont faits sous Word, hein, c'est pas très beau. On est loin du diagramme asymptotique, en fait on vient coller, hein. On vient coller au diagramme ici. Et là, plus z est important, plus on a cette résonance importante. Les phénomènes de résonance, c'est vraiment c'est ce que vous voyez dans les images un peu spectaculaires quand on voit par exemple l'entrée en vibration du pont de San Francisco, si je dis pas de... Non, c'est pas San Francisco, c'est d'un pont aux États-Unis quand il y a eu un défilé militaire dessus, ou ainsi de suite. Donc on a une excitation et en sortie, on a une amplitude qui est bien trop importante. Alors ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est que si plus z est grand, donc moins, donc plus on est amorti, plus le coefficient d'amortissement est important, plus on a une courbe qui va être plate entre guillemets, et plus z est petit, plus on va venir coller ici et avoir vraiment une rupture au niveau de oméga n. Ok. Donc là, si vous voulez, le z qui augmente, il est comme ça. Le z qui décroît, pardon. Le z qui décroît, il est là. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Très bien. Alors, non, là, pardon. Alors, je reviens là. Là, j'ai pas affiché, là. J'ai affiché pour une fonction de transfert de cette forme-là. Donc, une fonction de transfert du second ordre avec un z plus petit que 1. J'ai affiché deux courbes différentes. La courbe en noir, alors c'est là où c'est un peu problématique, c'est que là elle est noire et là elle est verte. Ça c'est un problème. Mais la courbe en noir et avec la courbe en verte là, c'est quand z est plus petit que racine de 2 sur 2. Et quand la courbe bleue, c'est quand z est plus grand que racine de 2 sur 2. Ok? C'est bon? Ouais, alors c'est pas tout à fait le même 0,7, hein, mais oui, on va dire oui. C'est enfin, bon. Alors, ça c'était pour vous montrer. Ça c'est pour la question du décrochage. Euh, donc là, regardez, sur cette fonction de transfert, je peux identifier k qui vaut 10, un t qui vaut 1, donc t1 qui vaut 1, et un t2 qui vaut 1000. Quand on fait ça, on sort que 1 sur t1 ça vaut 1 et que 1 sur t2
Ça vaut donc 10-3. Ok. Donc regardez, 1 sur T1 qui vaut 1, c'est là. Donc là j'ai 1 sur T1. 10-3, je suis là. 1 sur T2. C'est bon? Alors regardez ce qui est intéressant. C'est que quand je regarde ici, a priori, je me trompe pas trop en disant j'ai... On va essayer de faire un truc propre. Le gain, hop, il donne l'asymptote. 20 log de 10, ça fait 20. Voilà. Donc là, j'ai mon asymptote sur mon gain. Ok. L'argument de 10, 0. Donc j'ai mon asymptote ici. Ok. Après, donc je regarde quel est le plus petit, c'est celui-là. Donc je commence. Hop là, pardon. C'est celle-là qui va avoir une influence de... Qu'est-ce que tu me dis Comment on verra graphiquement un gain à 10? Il faut forcément faire un peu de calcul. Je comprends pas la question, Romain. Si on avait seulement le graphe. Pas l'expression d'HTTP. Bah justement, tu traces ton asymptote là, celle que je viens de tracer là, celle-là. Et tu vois que tu as une asymptote horizontale. Donc une asymptote horizontale, ça va donner 20 log de K. Et après, il faut trouver K. Ouais, c'est ça. C'est ça, Romain. Je repars sur mon... donc à partir de 1 sur T2, je vais avoir ce terme-là qui va avoir une influence. C'est un terme du premier ordre, donc je sais qu'à partir de là, donc à partir de 1 sur T3, alors déjà, regardez, hop, moins 45 degrés. Et à partir de là, je vais perdre 20 décibels par décade. Donc j'avance d'une décade, une décade, je suis là. 2 décades, je suis là, par exemple, 3 décades, je suis là, 4 décades, je suis là. Donc je vais prendre ce point-là, et je vais tracer. Hop là, mon asymptote. Et comme je suis sur un premier ordre, à partir de 1 sur T2, je vais perdre 80 degrés. Tac. Ok. Et maintenant, à partir de 1 sur T1, c'est-à-dire là, je vais perdre à nouveau 80 degrés. Alors regardez, là je suis pile poil à 135 degrés. Et donc à partir de là, je vais perdre non plus 20 décibels, mais 40. Donc là, ou là. Et donc là, je vais retracer mon asymptote à partir d'ici. Hop, là, pardon, j'ai pas pris mon outil qui trace tout droit, c'est dommage. Et donc à partir de là, pareil. Donc là, j'ai mon diagramme scientifique. Donc là, ce qu'on voit, c'est que comme mes deux constantes de temps, regardez, 1000 et 1 sont très éloignées, hein, j'ai 3 décades entre celle-là, donc entre celle-là, une décade, 2 décades, 3 décades. Et bien en fait, l'influence de mon jaune là, dans cette zone-là, elle est très négligeable. Et même sur le diagramme de phase, regardez, l'influence de ça ici, c'est négligeable parce que je suis bien à moins 45 degrés. Ok? Maintenant, si je regarde cet exemple-ci, cet exemple-là, regardez, j'ai K qui vaut 10, j'ai T1 qui vaut 10 aussi, et j'ai T2 qui vaut 20.
Donc, T1, ça va me donner 1 dixième. Donc là, j'ai 1 sur T1, si vous voulez. Et T2, 1 vingtième, ça me fait quoi? Ça me fait du 0,05. Donc, 2, 3, 4, 5, il est là. Hein. Ok. Donc ici, je vais retrouver mon Vlog de K. Je vais trouver mon asymptote à 0 degré. Ensuite, à partir de là, donc à partir de 1 sur T2, donc 1 sur T2, donc on a dit 2, 3, 4, 5, à partir de là, je vais perdre 20 décibels par décade. Donc si j'avance, donc là, donc ici, donc là je suis 2, 3, 4, 5, donc là je suis ici. Pardon. Là je suis ici, grosso modo. Donc je vais avoir une asymptote qui va avoir cette tête là. Et ici, donc, à partir de ici, je vais perdre 80 degrés. Et par contre, si je me mets en bleu, à partir de 1 dixième, donc à partir de ici, je vais perdre encore 20 décibels par décade. Donc grosso modo ici, donc d'ici je vais rajouter 20, donc je serai à peu près par là. Grosso modo, et puis par là. Okay. Donc ici, je vais avoir mon asymptote qui va être grosso modo comme ça. Et ici, à partir de là. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Ah, j'ai mis deux. Ouais, merci. Ok. Qu'est-ce qu'on observe? Bah, c'est que ici, à 1 sur T. Pardon. Ça aussi, c'est pas bon ça. C'est ici que je démarre. Hein. À partir de 1 sur T1, regardez, je suis pas à moins 135 degrés là. Hein. Je suis ici. Je suis ici en fait. Et sur vert, je suis pas à 45 degrés ici. Hein. 1 sur T2. Je suis là. Je suis pas à moins 45 degrés. Hein. Je suis là. D'accord. Et là, bah, je vois que je décroche beaucoup. Et a priori, ici, regardez, là, je suis à un peu plus de 3D. Entre. Ouais, je suis pas loin de 5 décibels de décrochement ici et pas ici. Donc, en fait, ce qui se passe ici, je vais répondre à la question, Chloé. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit que quand on arrive dans cette zone-là, et ben l'influence de mon deuxième terme, c'est-à-dire de celui-là, elle est déjà non négligeable ici. Donc là, je peux pas dire que j'ai moins 3 décibels. J'en suis pas loin, hein, mais a priori, j'ai un peu plus. Pareil ici. Et pareil, ici, regardez, quand j'arrive ici, si je prenais mon résultat en disant bah, je néglige ce terme-là, et donc j'ai juste mon premier ordre, et ben j'aurai mon point qui serait à cet endroit-là, à moins 45 degrés. Mais sauf que l'influence de mon deuxième terme, elle est déjà présente ici, et donc on perd ici en phase. On est en dessous de moins 45 degrés. Et par contre ici, quand j'arrive ici, je suis pas à moins 135 degrés, parce que j'ai l'influence de l'autre ici, qui me tire quand même un peu vers le haut, et donc je suis à plus de moins 135 degrés. D'accord? Et en fait, là, on voit que on se rapproche progressivement. Donc là, on voit que l'allure de la courbe, on n'a pas de deux points d'inflexion, hein, comme c'est. Enfin, 4 points d'inflexion plutôt, comme c'est le cas sur la page d'avant. Regardez, la page d'avant, on a toc, 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 toc. D'accord? Donc on voit bien les deux marches, une marche, deux marches, trois marches. Sur cette phase-là, on voit pas les deux marches. Celle-là, on la voit pas en fait. D'accord? Et donc ça se rapproche vraiment du, euh, du diagramme asymptotique, enfin du diagramme réel, pardon, d'un second ordre avec des racines complexes, mais avec z plus grand que racine de 2 sur 2. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc ça c'est pour répondre
à la question qui portait sur le décrochage à moins 3 décibels à ces endroits-là, à ce endroit-là. Euh, mais pour aller un peu plus loin en disant, bah, c'est l'influence de ce terme-là qui a déjà qui est déjà non négligeable autour de l'inverse de cette constante de temps-là. Le vert, c'est moins 90 degrés, oui. Euh, Comment on trouve T1 et T2 sur le graphe? Eh ben, on trouve pas T1 et T2, Chloé, on trouve l'inverse de T1 et l'inverse de T2. D'accord? Donc je trouve que T1 ça vaut 10, donc son inverse c'est 1 dixième. 1 dixième, si je regarde l'échelle, là je suis à 10-2, là je suis à 10-2, donc là je suis à 10-1, donc là j'ai un dixième. T2 ça vaut 20, donc 1 sur T2 ça me fait 5 10-2. Ici. C'est bon? C'est bon Chloé ou faut que je refasse un petit truc là? Ah oui, bah, de toute façon, sur les graphes, encore une fois, hein, pourquoi est-ce qu'on nous on écrit les fonctions de transfert toujours sous cette forme-là, que ça soit quand on fait des études temporelles ou fréquentielles, parce que les caractéristiques qu'on identifie comme ça, on les retrouve directement sur les graphes qu'on fait. Passage, petit rappel quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Sur une décade, vous avez vu, en gros là vous avez 1, là vous avez 2, là vous avez 3, là vous avez 4, et ainsi de suite. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, log de 2, c'est 0,3. Ça veut dire que sur une décade, ici, en gros, je suis à peu près à un tiers. Hein. Là, j'ai à peu près un tiers. Log de 3, c'est 0,47, j'ai dit. Hein, c'est ça, il faut vérifier. 0,47, ça veut dire que vous êtes pratiquement à la moitié. D'accord? Et log de 5, ici, vous êtes... pardon. Si, c'est ça. Log de 5, ici, je vous ai dit, vous êtes à peu près à 0,7. Bah, 0,7, c'est à peu près les 2 tiers. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas trop mal de les connaître, celles-là. Ça vous permet déjà de ne pas vous planter quand vous utilisez une échelle logarithmique. Et en plus, pour les calculs de tête, ça va plus vite. Alors, Eva, la réponse est que typiquement sur ce diagramme, vous pouvez pas. Alors, vous pouvez pas. On peut chercher hein, à trouver. En fait, si vous avez un diagramme comme ça, vous aurez tendance plutôt à dire, bah, en fait, je vois quelque chose qui est comme ça. Vous auriez vu quelque chose comme ça, vous. Là, comme ça. Et grosso modo, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Raté. Et vous m'auriez dit, bah, H2P. Pardon. Vous m'auriez dit, bah, H2P. A priori, ça va être du donc 10. Ça, vous l'auriez identifié. Et du 1 plus 2Z sur oméga n. P plus 1 sur oméga n carré P carré. Avec le oméga n qui est là en fait. Et le oméga n en fait, le oméga n c'est égal à 1 sur T1 fois 1 sur T2. Enfin, racine carrée pardon, de 1 sur T1 sur 1 sur T2. Et bah là, le Z, c'est. Après, il faut faire des applications numériques sur des points particuliers. Mais grosso modo, on vous demandera pas ce genre de choses. C'est bon?
questions, pas de questions là-dessus? Ok. Alors, l'exemple du cours, on va essayer de le faire. Est-ce que je vous laisse un peu de temps pour essayer de le faire vous de votre côté? De me la mettre... alors, elle est déjà sous forme canonique, la fonction de transfert. Mais d'essayer de voir comment on va tracer ça. Allez, je vous laisse travailler un petit peu. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Dans un premier temps, la fonction de transfert elle est déjà sous forme canonique. Donc il faut bien identifier qu'on a... Oh, j'aime bien faire ça en rouge moi. Qu'on a K qui vaut 20. Après... Monsieur, on voit pas votre écran. Ah bah il faut que je mette le live en fait. C'est ça l'idée. Ok, je vous laisse revenir. Il n'y a pas de live, oui. C'est bon? Alors, donc je disais, on commence par dire que K égale 20. On remarque qu'on a une fonction de transfert d'ordre 2, mais alpha vaut 1. D'accord? Donc la classe ici vaut 1 parce qu'on a un P en facteur. On a un T, donc une constante de temps qui vaut 0,1. Et donc, nous, sur notre abscisse, notre axe des abscisses, on va dire que 1 sur T, ça vaut 10. Donc là, quand on voit ça, eh ben, on peut... Alors, je vais le faire dans un premier temps, et vous verrez que après, on l'écrira plus. Mais le gain décibel, ça va faire 20 log de K, donc 20 log de 20, moins 20 log de oméga, moins 20 log de racine carrée de 1 plus donc 0,1 donc plus oméga pardon sur 100 au carré. Donc au carré. D'accord? Et donc l'argument, ça va être donc 0 moins le P, ça me fait un imaginaire prure, donc 90 degrés, moins l'argument de 1 plus J oméga sur 10. Donc il n'y a qu'une seule asymptote. Non, Romain. Au passage, 20 log de 20, c'est 20 log de 2 fois 10, c'est-à-dire 20 plus 6, donc ça fait 26, ça à peu près. Parce que 2 fois 10, ok. Mais c'est pas ça qui est franchement intéressant, c'est on va regarder ce qui se passe dans un premier temps quand oméga tend vers 0 radian par seconde. Le gain en décibels, il va tendre vers ce terme-là, il est négligeable, hein, celui-ci. Donc je vais tendre vers 20 log de 20 moins 20 log de oméga. Ok? Donc ça, quand je vois ça, cette expression-là, c'est une droite, quand je suis en diagramme logarithmique, hein, de pente moins 20 décibels par décade, et avec ici une constante. Comment est-ce qu'on trace ça? Alors déjà, pardon, avant de tracer ça,
on va essayer de placer proprement nos, nos, nos valeurs sur les abscisses. On a un sur t qui vaut 10, donc ça veut dire qu'a priori il faut que je mette 10 soit ici, pardon, soit ici, soit là. J'anticipe un peu, je vais mettre 10 ici. Donc je mets 10 ici. Donc là je mets 1, donc là j'ai 100, et là j'ai 1000. C'est bon? Ensuite, quand je vais vouloir tracer cette asymptote là, ben, je sais que j'ai une droite qui a une pente de moins 20 décibels par décade. Il faut que je trouve un point par lequel elle va passer. Donc déjà, je vais placer ici un 0. Et ici, je vais dire que c'est 20. Ici, je vais dire que c'est 40. Moins 20, pardon. Ouais, ok. Donc là, je suis en décibels. Hein. Et là, je suis en degrés. Hein. On verra pour les degrés après. Donc, dans un premier temps, il faut que je trouve un point par lequel passe ma droite. Bah, pour oméga égale 20, ça vaut 0. Donc, je vais me placer à oméga égale 20, c'est-à-dire ici. Donc là, j'ai oméga égale k. Voilà. Okay. Et je vais passer par un point qui est comme ça. Et j'ai une asymptote qui a une pente de moins 20 décibels par décade. Donc j'avance d'une décade, c'est-à-dire là, quand je suis à 200, je descends de 20, et donc là je sais que j'ai mon asymptote. Quand oméga tend vers 0. Boum. Ok. Et après je peux dire, et bien préciser que là j'ai moins 20 décibels par décade. C'est bon? À partir du moment où j'ai oméga qui va être supérieur à 1 sur t, et ben je vais avoir mon gain en décibels qui va tendre vers 20 log de oméga. Donc 20 log de 20 moins sur oméga par exemple, donc ce qui est la droite que je viens de tracer, moins 20 log de oméga sur 10. D'accord? Donc je vais à nouveau perdre moins 20 décibels par décade. Donc à partir d'ici en fait, à partir de là. Donc ici, je vais avancer d'une décade, si vous voulez. Donc je suis là. Et donc là, je suis à peu près, allez, on va dire à 6 décibels. Donc il faut que j'arrive ici à 6 décibels, à 34 décibels. Donc je suis à peu près là en fait. Hop. Et donc là, j'ai mon diagramme asymptotique avec ici une pente de moins 40 décibels par décade. Ok. Et sur la phase, bah c'est pareil. Quand oméga tend vers 0, l'argument il tend vers donc 0, moins 90 degrés. Et ce terme-là, quand oméga tend vers 0, bah, ça c'est juste un réel, donc ça s'arrête là. Et par contre, quand oméga tend vers l'infini, l'argument, il va tendre vers moins 90 degrés, moins l'argument de j oméga sur 10, c'est-à-dire moins 180 degrés. Donc vous allez avoir ici jusqu'à là, toc, du moins 80 degrés. Et à partir de là, du moins 180 degrés. Avec ici, toc, 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 toc. Et donc si je trace mon diagramme réel, ici je serai donc à moins 135 degrés.
et je vais avoir une courbe qui va avoir cette allure là. Et là, quelque chose qui va coller, décrocher. Voilà, c'est moche ça. On décroche et hop, on recolle. Est-ce que c'est bon? Donc il faut commencer par tracer en fait ce terme intégrateur à donc 20 sur P. Des questions? Ok. Je vous fais l'autre. Pourquoi moins 400, moins 40? Moins 40 décibels. Où est-ce que j'écris moins 400? Ici là, moins 40. Parce que la première, elle perd 20 décibels, 24. Donc ça, c'est ce terme-ci. Et après, on a le premier ordre ici où on perd à nouveau 20 décibels. Donc 20 et 20, ça fait moins 40. Non, c'est parce qu'on commence, c'est parce qu'on a alpha qui égale à 1, Chloé. Comme alpha égale 1, en fait, on ne peut pas négliger, ce terme-là, il est jamais négligeable. Quand oméga tend vers 0, ce terme-là, log de oméga, ça tend vers moins l'infini, et donc moins moins, ça tend vers plus l'infini. Donc on n'a pas d'asymptote horizontale. Le 20 sur oméga et le oméga sur 10. Là, bah là regarde ça, 20 sur oméga, c'est 20 log de 20 moins 20 log de oméga. J'ai pris ces deux termes-là, et je les ai écrits en un seul terme. Et le oméga sur 10, c'est quand je dis que je vais être supérieur à 1 sur t, je vais négliger le 1 que j'ai ici, devant le oméga carré sur 100, et comme j'ai une racine carrée, ça me fait du oméga sur 10. C'est bon, Romain? Oui, c'est bon, merci. Ok. J'avance? Je fais l'autre? Allez. Suivant. Donc ici, on voit aussi tout de suite qu'on a une fonction de transfert de classe 1. Donc ici, il faut l'écrire quand même avant. On va mettre le 10 ici en facteur, mettre un P en facteur, et donc là, on va avoir du 1 plus donc 1 demi de P. Et ici, on va avoir du 1 plus 1,05 P plus 0,05 P carré. C'est un peu moche ça. Oula. Donc 0, je disais 0,05 P carré. Alors quand je suis comme ça, ici, donc là j'ai déjà identifié, si vous voulez, mon gain, ma classe 1. J'ai une constante de temps au numérateur, ce que j'ai pas eu tout à l'heure. Et là, eh ben, j'ai un second terme. Alors je me pose la question, est-ce que j'ai un z qui est plus grand ou plus petit que 1? Bah, b carré, donc c'est à peu près 4, moins 4ac, hop, c'est positif, donc a priori je peux identifier des racines. Là je vois du 1, je vois du 0,5. Si je fais 1 fois 0,5, enfin 0,05 pardon, ça me fait 0,05. Et si je fais 1 plus 0,05, ça me fait 1 plus, ça me fait 1,005. En gros, ce que je suis en train de dire, regardez,
je vais vous faire plus doucement, je dis que ça, en fait, c'est T1 plus T2. Et que ça, c'est T1 fois T2. Et donc ça me permet de dire qu'en fait, cette fonction de transfert là, ça me fait du 10 sur P, facteur de 1 plus 0,5 P, et sur 1 plus P, facteur de 1 plus 0,05 P. Ok? Donc là, j'identifie K égale 10, alpha égale 1, et ensuite, j'identifie, alors, on va le faire, donc j'ai un T1 qui vaut 1, T1 égale 1, donc 1 sur T1 qui vaut 1. Après, j'ai un... Alors, attendez, je vais pas écrire comme ça. Donc j'ai T1 qui vaut... on va essayer. Donc j'ai T1 qui vaut 1. Donc ça veut dire que 1 sur T1 vaut 1. Ensuite, j'ai du T2 qui vaut 0,5. Donc 1 sur T2 qui égale à 2. Et ensuite, j'ai du T3 qui vaut 0,05. Donc 1 sur T3 qui vaut 20. D'accord? Au passage, ça c'est des... Alors, au passage, ça c'est des secondes, 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 et donc ça c'est des secondes moins 1. Hein. Secondes moins 1. Ok? Donc ça va me permettre de, regarder, de commencer par dire, eh ben, je vais placer ici, hop là, pardon. Donc ici, je place 1 sur T1. Ici, donc, je place 1 sur T2. Et ici, je place 1 sur T3. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai dit que là, j'étais à 10 moins 1. Là, je suis à 1. Là, je suis à 10. Et je me suis planté. Donc là, je suis à 10. Là, je suis à 100. Et donc, mon 1 sur T3, il est là. Hein. Ok? Donc, en fait, ce que j'ai un peu caché, c'est que je les ai tout de suite, en fait, classés. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est que quand vous commencez à identifier une fonction de transfert, vous identifiez K, vous identifiez la classe, et après, vous ordonnez, dans le sens croissant, l'inverse de vos constants de temps ou vos pulsations propres. Hein. Là, j'ai pas de second ordre, mais si j'ai un second ordre, vous faites intervenir votre pulsation ici dans cette inégalité. Hein. Et après, il faut placer. Alors, bon, bah comme j'ai alpha qui vaut 1, il faut que je commence par tracer mon intégrateur. Et donc le cas il est ici. Le cas il est là. Okay, donc je vais commencer à placer. Alors est-ce que je vais être embêté ou pas? Il faut que je réfléchisse. Je vais placer mon 0 là, mon 20 là, donc là moins 20. Ça doit marcher ça. Donc je commence par dire
pour mon 10, je vais tracer mon 10 sur P. Je vous écris pas les équations, hein, on le fait juste en regardant la fonction transfert. Donc 10 sur P, il faut que je place mon K, tac, là, et je sais que je vais perdre 20 décibels par décade, donc je recule une décade ou j'avance une décade, à vous de voir, hein, peu importe. Toc, je place là. Et donc là, je sais que... Hop là, tac. Après, la première constante de temps que je vois apparaître, c'est 1 sur T1. 1 sur T1, c'est 1, c'est... Attention, il est... Hop, pardon. On va se mettre... il est là. Donc c'est au dénominateur. Donc à partir de ici, donc à partir de là, je vais perdre 20 décibels par décade. Donc c'est-à-dire que ici, je vais être là. Donc là, je peux tracer... Hop. Donc là, je suis à moins 40 décibels hein, par décade. Tout à l'heure, j'étais à moins 20. Ok. Ensuite, je vais vous faire... Donc après, c'est vert qui intervient. Et vert, attention, il est là. Hop là, zut. Ah mince, ce que j'ai fait. Oh bordel, pardon. J'ai tout effacé. C'est ça, j'ai appuyé sur effacer. Bon bah je suis désolé. Comment je fais? Le CTRL Z il marche pas là en plus. Non, non, le CTRL Z il marche plus. Tant pis. Allez, donc F2P, on a dit que c'était du 10 sur P. Et après on a du 1 plus 0,5 P sur 1 plus P facteur de 1 plus 0,05, c'est ça? P. Ok. Donc on a dit qu'on met K ici. Donc ça c'est K qui vaut 10. Je mets 0, je mets 20, je mets moins 20. Donc là j'ai 1, là j'ai 10, là j'ai 100. On a dit que donc ça c'est du 1 sur T1. Après là j'ai du 1 sur T2 à 20, 1 sur T2 pardon, et ensuite j'ai du 1 sur T3 ici. Ok, donc je vous retrace, hein, on place ici, ici, et on place donc cette droite là, tac. Donc avec du moins 20 décibels par décade. Ensuite, en bleu, à partir de là, donc, je perds hop, 40 décibels. Donc, tac. Donc là, je suis à moins 40 décibels. Hop là, pardon. Ouais. Ok, on en était là. Hein. Donc à partir d'ici, j'ai ce terme-là là, qui va intervenir. Il est au numérateur. Donc il va se comporter comme un premier ordre, mais dans l'autre sens. Plutôt que de perdre 20 décibels, on va regagner 20 décibels. Donc à partir de là, tac, je ne vais pas perdre 40 décibels par décade, donc ici, là, si vous voulez, mais je vais remonter ici de 20. Donc c'est-à-dire que je vais monter, que je dise pas de bêtises, je vais monter là. Tac. Donc là, je suis à nouveau avec une pente de moins 20 décibels par décade. Et dernière chose, quand je vais être ici, c'est ce hop là, pardon, ça suit pas la couleur.
c'est ce terme-là qui va être intéressant. Donc à partir de là, alors là vous voyez, comme j'ai pas une décade à droite, bah, je vais travailler à gauche. Donc à partir de là, je vais reperdre 20 décibels par décade. Donc à partir de... Donc si je remonte là, ici, ouais. Donc je suis pas là, mais je serai là. Donc je reprends ma droite là, et donc là à nouveau, là, toc. Donc je suis à nouveau, et alors là je peux effacer si vous voulez, en fait ce terme, cette partie là, hein, pour que ce soit un peu plus lisible. D'accord, non c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Et si vous voulez, je peux même effacer tout ça maintenant. Hop, pardon. Je vous disais effacer tout ça. Toute cette partie-là aussi. Hop là. Et donc là, par contre, je suis encore à nouveau à moins 40 décibels par décade. Et donc là, j'ai mon diagramme asymptotique de gain. C'est bon? Alors la courbe, elle va peut-être avoir une allure un peu... où là, on va coller. On va décrocher un peu. Peut-être qu'on va... Hop là, pardon. Donc tac. Peut-être qu'on va décrocher un peu. Peut-être qu'on va passer de l'autre côté. Et puis on va redécrocher un peu. Et recoller. D'accord? L'asymptote jaune, bah, l'asymptote jaune, en fait, vous arrivez ici. Donc à partir de 1 sur T3, on va avoir l'influence de ce terme-là. Ce terme-là, c'est un premier ordre qui est au dénominateur, donc on va perdre 20 décibels par décade. Pour la tracer, en fait, je place le point ici, là, donc l'intersection en fait de mon asymptote actuel avec le 1 sur T3. Et bah, il faut que je fasse une pente de moins 20 décibels par décade, mais sauf que j'ai plus une décade à droite, et donc c'est pour ça que j'ai reculé d'une décade à gauche, et j'ai gagné 20 décibels pour trouver ma pente de moins 20 décibels par décade. C'est tout. Ok? Et donc pour les... pour la phase, on va mettre moins 80 degrés ici, moins 180. Et on va démarrer avec un imaginaire pur au dénominateur, donc un déphasage de 80 degrés. Ensuite, on a le terme bleu qui intervient, qui est au dénominateur, donc un déphasage d'encore moins 80 degrés. Puis ce terme au numérateur, donc on regagne 80 degrés. Puis ce terme ici, là, on repère 80 degrés. Donc ça c'est le diagramme asymptotique. Hein. Alors après l'allure de la courbe, bah, si vous faites ça à main levée, vous allez pouvoir dire bah, a priori ça doit faire un truc comme ça. Hop là, pardon. A priori ça doit faire un truc comme ça. Peut-être que ça baisse, puis ça remonte, puis ça rebaisse quoi. Mais en fait vous en savez trop rien. Il faudrait faire des applications numériques pour mettre un point ici. Pour mettre un point ici, pour mettre un point ici, pour mettre un point par là, et tracer vos courbes. D'accord. Autant sur le diagramme de gain, le diagramme asymptotique il est ultra proche du diagramme réel, sauf quand on a des résonances, mais là on n'a pas de second ordre, donc on ne peut pas avoir de résonance. Autant sur le diagramme de phase, bah là il faut faire quelques applications numériques pour placer quelques points. D'accord. Là on est un peu pris par le temps, donc on va pas le faire. Dernière chose, mais je pense qu'en physique vous l'avez déjà compris ça, on trace toujours les deux diagrammes de gain et diagramme de phase, pardon,
l'un au-dessus de l'autre avec la même échelle des pulsations. Hein. D'accord? Parce qu'on va lire les deux en même temps. Et vous verrez, surtout sur les problèmes de stabilité en seconde année, on a besoin d'avoir les deux l'un en face de l'autre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions que vous vous étiez posées? Ok. Alors, certains d'entre vous m'ont déjà fait un petit retour sur comment vous bossez. Je vais essayer de prendre de vos nouvelles en call. Hein. Si vous trouvez que c'est trop plan-plan, c'est trop maternant, si vous voulez, enfin qualifier ça comme vous voulez, vous me le dites. Hein, si vous voulez faire des calls un peu plus classiques. Moi, je pense que c'est peut-être quand même important pour tout le monde qu'on puisse discuter un peu d'autre chose. C'est quand même pas commun ce qui se passe. Et puis bosser chez vous comme ça doit pas être si simple. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos problèmes par mail, encore une fois. Et encore une fois, quand vous me posez des questions avant les séances, ça me permet de préparer un peu. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Pour la séance prochaine, a priori, je vais vous proposer de continuer sur les deux petits exercices de cours, enfin petits, sur les deux exercices de cours qui sont déjà sur le site, sur ce cours sur les systèmes fréquentiels. Si il y a besoin de revenir sur la cinématique, que ce soit en transmission de puissance ou en cinématique du solide, envoyez-moi un mail, on refera une partie de cinématique, il n'y a pas de problème, ou on fera que ça s'il y a besoin, il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, s'il y en a qui sont vraiment à l'aise, il y a d'autres télé cinématiques qui pourront avancer sur autre chose. Je pourrais revenir avec certains sur d'autres. Enfin, on peut faire ce genre de choses. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais revenir avec vous sur comment va se passer le DM, comment vous me le rendez. A priori, j'espère que vous êtes un peu au point, mais donc pour la semaine prochaine, je vais demander de me rendre un DM de cinématique. Hein. Déjà pas mal d'entre vous qui ont commencé, vu les questions que j'ai eues. Ah bon, ça c'est le site de travail, peu importe. Donc classe virtuelle, je sais pas si vous avez vu, j'ai enregistré la vidéo de la semaine dernière qui est ici. La vidéo de hier, si vous voulez regarder le corrigé que j'ai fait avec les PCSI1, elle est là. Encore une fois, c'est des vidéos qui font entre 1h20 et 1h40. Hein. Je coupe juste les blancs, grosso modo. J'essaye de mettre un petit résumé de ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, ne la regardez pas d'une traite, a priori ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, vous pouvez éventuellement aller chercher un corrigé. Voilà. Ça c'est pour les vidéos, donc j'essaierai de le faire pareil pour ce soir. Je coupe pas toutes mes blagues, hein, donc il y en a certaines qui seront là. Pour le DM, je vais vous demander de me le scanner en PDF. Pourquoi? Parce que comme ça je le corrigerai avec la tablette, et si tout le monde me fait bien ça en PDF, ça m'oblige, ça m'empêche enfin ça m'évite d'aller ouvrir sous différents logiciels, ainsi de suite. C'est un peu plus simple pour moi. Si vous n'avez pas de scanner chez vous, vous avez des applications sur smartphone qui marchent bien. Je sais qu'il y a Tiny Scanner qui marche bien, par exemple, d'ailleurs.
Et je vais vous demander de bien faire attention au nom du fichier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je vous renvoie les fichiers. Et je vais essayer d'automatiser ça avec un petit script Python pour envoyer les mails automatiquement. Déjà. Et puis de toute façon, pour classer, pour aller chercher vos DM, c'est plus simple. Donc DM, votre classe, donc PCSI1 ou 3 tout attaché, et votre nom. D'accord. Si j'avais demandé ce genre de choses sur les TIPE, tout le monde ne l'a pas respecté, donc s'il vous plaît là-dessus, respectez-le. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc pour jeudi, vous vous mettez à jour du cours, je ne vous demande pas de bosser, de t'aider particulièrement. Ce qu'on fera, sauf s'il y a des questions sur la cinématique ou la transmission de puissance, on attaquera les deux petits exos, hein, s'il y en a qui veulent les imprimer, sur le tracé de diagramme de Bode, tracé de diagramme de Bode à partir de fonction de transfert ou à partir de relevés expérimentaux, entre guillemets. Ça, c'est une chose. Ce petit questionnaire là, vous pouvez aller le voir, c'est un questionnaire que j'ai fait pour identifier les caractéristiques d'un diagramme de Bode à partir de graphes a priori. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?